Je suis rentré tôt à la maison pour voir mes parents emballer mes affaires pour aider à emménager dans un minuscule studio pendant que mon frère et sa femme enceinte vivraient dans ma grande maison. Tu n'as pas besoin d'autant d'espace, ont-ils ri. J'ai appelé la police. Je m'appelle Catherine Parker, mais tout le monde m'appelle Cathy. J'ai 27 ans, et je ne m'attendais pas à rentrer plus tôt de mon voyage d'affaires pour découvrir que toute ma vie était en train d'être emballée dans des cartons. Mes parents ont levé les yeux vers moi avec ces sourires familiers qui masquent toujours leur volonté de contrôle. Maman tenait mon ours en peluche d'enfance d'une main et un contrat de bail de l'autre. Papa s'est figé au milieu du scotchage, un éclair de culpabilité traversant son visage. D'une manière ou d'une autre, ils avaient décidé de m'aider à emménager dans un studio que je n'avais même jamais vu. Si vous avez déjà senti votre indépendance vous glisser entre les doigts, restez là. Avant de plonger dans ce cauchemar, laissez un commentaire pour me dire d'où vous me suivez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour rejoindre notre petite famille ici, qui sera, je l'espère, plus saine que ce que la mienne s'est révélé être. J'avais travaillé incroyablement dur pour bâtir ma carrière dans le marketing. Après avoir obtenu mon diplôme en tête de ma promotion à Northwestern avec une spécialisation en commerce et marketing, j'ai décroché un poste de débutante chez Meridian Partners, l'un des cabinets de marketing les plus prestigieux de Chicago. Pendant 5 ans, j'ai tout donné pour mon travail. Des nuits tardives, des week-ends, tout ce qu'il fallait pour gravir les échelons. Le mois dernier, tous ces efforts ont payé lorsque j'ai été promu spécialiste principal en marketing avec ma propre équipe et mon propre portefeuille de clients. Malgré ma réussite professionnelle, ma situation de logement n'était pas tout à fait celle que l'on attendrait d'une personne de mon âge. Je vivais dans la maison d'amis de mes parents, située sur leur vaste propriété de banlieue à Northbrook, à environ 30 minutes de Chicago. Ce n'était pas que je n'avais pas les moyens d'avoir mon propre logement. J'en avais tout à fait les moyens. Cet arrangement avait commencé comme une solution temporaire après l'université pendant que je remboursais mes prêts étudiants, mais d'une manière ou d'une autre, 3 mois s'étaient transformés en 5 ans. Je payais un loyer, j'insistais là-dessus en fait, et je maintenais mon indépendance autant que possible. La maison d'amis avait sa propre entrée, sa cuisine, et je gérais toutes mes propres factures. Mes parents, Robert et Eleanor Parker, présentaient cela comme l'installation idéale. Pourquoi gaspiller de l'argent dans un loyer quand tu pourrais économiser pour ton avenir, disait maman, généralement suivie de « et puis, nous adorons t'avoir près de nous ». Ma jeune sœur, Madison, avait été plus intelligente que moi. Dès qu'elle avait obtenu son diplôme universitaire il y a 2 ans, elle s'avait installée dans un appartement en centre-ville avec 2 colocataires. J'enviais sa rupture nette, mais notre relation restait étroite. Nous nous envoyions des SMS quotidiennement et nous retrouvions pour dîner au moins une fois par semaine, en choisissant soigneusement des restaurants à mi-chemin entre nos domiciles. Il y avait toujours eu des signes de la nature contrôlante de mes parents, en particulier celle de ma mère. Quand j'étais au lycée, elle m'avait aidé à postuler dans des universités en éliminant toutes celles qu'elle jugeait trop éloignées. Pendant l'université, elle appelait mes colocataires pour vérifier si j'étudiais assez. Même aujourd'hui, elle avait des avis sur tout, de ma coiffure à ma vie amoureuse. Papa était plus détendu, mais il s'en remettait finalement à maman pour la plupart des décisions, formant un front uni difficile à percer. Il y a environ 1 mois, j'ai commencé à évoquer l'idée de chercher mon propre logement lors de nos dîners de famille du dimanche. Rien de concret, juste parcourir les annonces en ligne et prendre la température du marché. Je pense qu'il est peut-être temps pour moi de trouver quelque chose en ville, plus près du travail, avais-je dit. La fourchette de maman s'était arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Les trajets ne t'ont jamais dérangé auparavant. Ce n'est pas terrible, avais-je admis, mais je passe près de 2 heures en voiture chaque jour. De plus, j'ai presque 28 ans. Ce serait agréable d'avoir mon propre espace. Tu as ton propre espace dans la maison d'amis, avait fait remarquer papa, bien que son ton ait été plus doux que celui de maman. Je sais et je l'apprécie. Je commence juste à regarder autour de moi. Aucune décision n'est prise. Cela avait semblé les satisfaire. Cependant, maman m'avait bombardé de questions tout au long du dessert. Quel quartier est-ce que j'envisageais ? Est-ce que je savais à quel point certains de ces quartiers pouvaient être dangereux ? Avais-je pensé aux problèmes d'entretien dans ces vieux immeubles de la ville ? Chaque question me semblait être un petit hameçon tentant d'accrocher ma résolution, mais j'y répondais patiemment, pensant que je les préparais à mon déménagement futur. La semaine dernière, j'ai pris l'avion pour Chicago pour une présentation client importante.
Techniquement, je travaillais au bureau de banlieue du cabinet, mais notre plus grand client avait son siège en centre-ville. La présentation était prévue pour le jeudi et le vendredi, mais dès le mercredi après-midi, nous avions tout finalisé. Lorsque le client a signé le contrat sur le champ, une immense victoire pour notre équipe, mon patron m'a dit de prendre mon jeudi et mon vendredi de congé en guise de récompense. J'ai décidé de surprendre ma famille en rentrant plus tôt. Peut-être pourrions-nous célébrer cela autour d'un bon dîner, et je pourrais glisser subtilement que je cherchais des appartements plus sérieusement. J'avais même une visite de prévue le samedi dans un quartier que j'aimais beaucoup. En m'engageant dans notre longue allée en voiture le mercredi soir, j'ai remarqué un véhicule inconnu garé derrière le SUV de mon père. Il m'a fallu un moment pour reconnaître la berline de ma tante Sylvia. La sœur aînée de maman vivait à environ 45 minutes de là et venait rarement sans planification préalable pour une occasion spéciale. La première véritable indication que quelque chose n'allait pas est survenue lorsque j'ai repéré plusieurs grands cartons empilés près de la porte d'entrée de la maison principale. Ils étaient étiquetés de l'écriture soignée de ma mère, Cuisine Cathy, et Livre Cathy. Une sensation de froid s'est installée dans mon estomac tandis que je me garais et me dirigeais vers la maison, ma valise à roulettes brinque-ballant derrière moi. À travers la fenêtre de devant, je pouvais voir du mouvement, des gens qui allaient et venaient en portant des affaires. J'entendais des voix feutrées de l'intérieur, celles de ma mère s'élevant parfois pour donner des directives. Ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'était pourquoi ils emballaient mes affaires, et pourquoi ils le faisaient maintenant sans m'en parler. J'ai poussé la porte d'entrée, le grincement familier annonçant mon arrivée avant même que je puisse dire un mot. L'activité à l'intérieur s'est figée. Ma mère se tenait au milieu du salon, un presse-papier à la main, tandis que mon père et ma tante Sylvia se tenaient à proximité avec des cartons à moitié pleins. « Cathy » s'est exclamée maman, sa surprise se transformant rapidement en un sourire peu convaincant. « Tu es rentré tôt. » J'ai fait un pas à l'intérieur, observant la scène. La chambre d'amis qui avait été la mienne depuis l'enfance chaque fois que je logeais dans la maison principale était entièrement démantelée. Mes étagères étaient vides, les tiroirs de la commode ouverts, et les photos encadrées emballées. Plus perturbant encore, il y avait des cartons étiquetés contenant des objets provenant de la maison d'amis, mon véritable espace de vie. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, ma voix dépassant à peine un murmure. Maman m'a adressé un sourire radieux, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Surprise. Nous t'avons trouvé l'appartement parfait. N'est-ce pas merveilleux ?» Papa avait au moins la décence d'avoir l'air mal à l'aise, passant le poids de son corps d'un pied sur l'autre. Tante Sylvia s'est soudainement montrée intensément intéressée par le pliage d'un pull qu'il était déjà. « Vous avez fait quoi ?» ai-je réussi à articuler, toujours figé sur le seuil. Maman s'est précipitée vers la table basse et a ramassé une pile de papier, me les tendant d'un air triomphant. C'est un studio adorable à Oakbrook, à seulement 5 minutes de chez Sylvia. Nous avons déjà versé la caution et ils le réservent pour que tu puisses y emménager ce week-end. J'ai pris les papiers machinalement, fixant un contrat de bail où mon nom était dactylographié dans la case du locataire, un bail que je n'avais jamais vu auparavant, et encore moins signé. Une photo d'un minuscule studio y était jointe, d'environ 45 mètres carrés, avec une kitchenette dans un coin et à peine assez de place pour un lit. Ce week-end, ai-je répété, mon cerveau luttant pour assimiler l'information. Mais je n'ai jamais. Je ne vous ai pas demandé de me trouver un appartement. Eh bien, tu as mentionné que tu voulais ton propre logement, a dit papa, prenant enfin la parole. Ta mère a pensé qu'il serait agréable de t'aider à te lancer. M'aider. J'ai regardé autour de moi les cartons, la pièce démantelée, l'invasion de mon espace et de ma vie privée. En emballant toutes mes affaires sans me le demander, en signant un bail pour un appartement que je n'ai même jamais vu. Maman a balayé mes inquiétudes d'un revers de main. Oh, Cathy, ne sois pas dramatique. Nous savons que tu as été très occupée par le travail. De cette façon, tout est réglé. Le studio est parfait pour une jeune femme célibataire, et tu seras proche de la famille. Sylvia pourra veiller sur toi. Les implications de cette déclaration ne m'ont pas échappé. À 27 ans, avec une carrière réussie et vivant de manière indépendante depuis des années, ma mère pensait toujours que j'avais besoin que quelqu'un veille sur moi. Je ne veux pas vivre à Oakbrook, ai-je dit, ma voix s'affermissant. Si je déménage, je veux être plus proche du centre-ville, près de mon travail. En centre-ville, a ricané maman. Ces appartements sont hors de prix, et les quartiers ne sont pas sûrs. Ce studio est dans un quartier charmant et calme.
Ce n'est pas votre décision à prendre, ai-je dit, sentant la colère monter pour remplacer mon état de choc. Je peux choisir où je veux vivre. Cathy, a dit maman sur ce ton condescendant que je ne connaissais que trop bien. Nous essayons seulement de t'aider. Tu parles de déménager, mais tu n'as encore rien fait pour cela. J'ai regardé des endroits, ai-je dit. J'ai une visite de prévue ce samedi. Eh bien, maintenant tu n'en as plus besoin, a-t-elle répondu joyeusement. Je me suis avancé plus loin dans la pièce, remarquant avec une horreur grandissante l'étendue de leur invasion. Sur la table de la salle à manger gisaient des piles de mes effets personnels, des albums photos, des journaux intimes, et même une boîte de lettres de mon petit ami de l'université que je gardais dans le tiroir de ma table de chevet. Comment avez-vous récupéré toutes ces affaires dans la maison d'amis, ai-je exigé, ma voix montant d'un ton. C'est mon espace privé. Papa a au moins eu la décence de paraître embarrassé. Ta mère a pensé qu'il serait plus efficace de commencer à emballer pendant que tu n'étais pas là. Vous avez fouillé dans mes affaires? Toutes mes affaires? La violation me semblait physique, comme un coup de poing dans l'estomac. Comment êtes-vous seulement entré? Nous avons les clés, Catherine, a dit maman, son ton suggérant que j'étais déraisonnable. C'est notre propriété après tout. Je paye un loyer, ai-je répliqué. J'ai des droits de locataire. Vous ne pouvez pas entrer comme bon vous semble. Ne sois pas ridicule, a balayé maman. Nous sommes une famille, pas dans une relation de propriétaire à locataire. J'ai repéré mon journal de l'année dernière parmi les affaires qu'ils avaient emballées. Un journal où j'avais consigné mes pensées les plus intimes, y compris mes frustrations face au comportement contrôlant de mes parents. L'idée que ma mère ait lu ces pages me donnait physiquement la nausée. Arrêtez, ai-je dit fermement. Arrêtez d'emballer. Tout cela s'arrête maintenant. Cathy, a commencé maman, son ton devenant défensif, après tout ce que nous avons fait pour toi. Éléanore, est intervenu papa en posant une main sur son bras. Peut-être que nous aurions dû en discuter avec Cathy d'abord. Il n'y a rien à discuter, a insisté maman. La caution est payée. Le bail est signé. Ça va se faire. Tante Sylvia, restée silencieuse jusque-là, a doucement posé le pull qu'elle prétendait plier. Je pense que je devrais vous laisser de l'espace pour discuter, a-t-elle murmuré, tout en continuant à emballer tout en le disant. Je me suis approché de la table et j'ai ramassé mon journal, le serrant contre moi de manière protectrice. Est-ce que tu as lu ça, maman, ai-je demandé, la voix tremblante. Sa légère hésitation m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Comment as-tu pu, ai-je chuchoté. J'avais besoin de comprendre ce que tu pensais, s'est-elle justifiée. Tu as été si secrète ces derniers temps. Toujours sur ton ordinateur, parlant à peine pendant les dîners du dimanche. La réalisation m'a frappé comme une vague. Mon ordinateur? Est-ce que vous avez fouillé là-dedans aussi? Une autre hésitation révélatrice. Vous l'avez fait, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous avez su que je cherchais des appartements. J'ai vu ces horribles annonces du centre-ville que tu regardais, a admis maman sans l'ombre d'un remords. Hors de prix et dans des zones tellement douteuses. Je savais que nous devions intervenir avant que tu ne fasses une terrible erreur. La profondeur de la violation continuait de me pénétrer. Mes parents n'avaient pas seulement emballé mes affaires. Ils avaient systématiquement envahi chaque aspect privé de ma vie pour garder le contrôle sur mes décisions. Comment saviez-vous seulement que je serais absente jusqu'à vendredi, ai-je demandé soudainement. Je ne vous ai jamais donné mon emploi du temps exact. Papa a détourné le regard, mais maman a levé le menton avec défi. J'ai appelé ton bureau en tant que contact d'urgence. Ta nouvelle assistante s'est montrée très serviable. Tu t'es fait passer pour moi. J'étais horrifié. C'est complètement inapproprié. C'était nécessaire, a insisté maman. Autrement, nous n'aurions pas eu assez de temps pour tout organiser. J'ai regardé mon père, espérant trouver un allié, mais il a juste haussé les épaules d'un air impuissant. Ta mère pensait que ce serait une belle surprise, a-t-il proposé faiblement. Les schémas de toute ma vie ont défilé devant moi. Des dossiers de candidature à l'université mystérieusement égarés pour des écoles situées à plus de 3 heures de route. Une bourse d'études que ma mère avait oublié de me mentionner jusqu'à ce que la date limite soit passée. Des petits amis subtilement critiqués jusqu'à ce que je commence à douter moi-même de mes relations.
Même mon choix de carrière avait été influencé par leurs remarques constantes sur la stabilité du marketing par rapport à mon intérêt initial pour la photographie. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler Madison, ayant besoin de parler à quelqu'un de sensé, mais je suis tombé directement sur sa messagerie. Quel moment idéal pour que son téléphone soit éteint. Catherine, a dit maman, utilisant mon nom complet comme elle le faisait toujours pour faire la loi. Je sais que tu es en colère, mais tu surréagis. C'est pour ton propre bien. Mon propre bien, ai-je répété avec incrédulité. En quoi violer ma vie privée et prendre des décisions concernant ma vie sans me demander mon avis est-il pour mon bien? Tu ne réfléchis pas clairement à tout cela, a-t-elle poursuivi. Ce studio est parfait pour une femme célibataire. Tu n'as pas besoin de tout l'espace que tu cherchais en centre-ville. Ce n'est pas à toi d'en décider. Eh bien, il faut que quelqu'un prenne des décisions raisonnables ici. A-t-elle rétorqué, son masque de serviabilité se fissurant enfin. Tu n'es manifestement pas prête à faire ces choix par toi-même. L'implication qu'à 27 ans, avec une carrière réussie et une vie indépendante, je n'étais d'une certaine manière pas capable de choisir mon propre appartement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Remettez tout en place, ai-je exigé. Maintenant. Je n'emménagerai pas dans ce studio. Il est trop tard, a répondu froidement maman. La caution est non remboursable. C'est votre problème, pas le mien, ai-je dit, me surprenant moi-même par ma fermeté. Je ne vous ai jamais demandé de faire tout cela. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-elle commencé, sa voix montant d'un ton, voilà comment on nous remercie. C'était le début d'un scénario familier, que j'avais entendu toute ma vie chaque fois que je m'opposais à leur contrôle. La culpabilisation, le rappel de tout ce que je leur devais, l'implication que l'indépendance équivalait à de l'ingratitude. Pour la première fois, je refusais de jouer mon rôle. Qu'avez-vous fait exactement pour moi qui vous donne le droit de prendre des décisions à ma place? Ai-je demandé, ma voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Parce que de là où je me tiens, cela ressemble à du contrôle, pas à de l'amour. Les yeux de maman se sont agrandis sous le choc. Ce n'était pas ainsi que nos disputes se déroulaient habituellement. En général, je devenais émotive. Elle restait calme et raisonnable, et je finissais par céder pour préserver la paix. Du contrôle, a-t-elle répété avec incrédulité. Nous t'avons tout donné. Un endroit où vivre, un soutien pour ta carrière. Je paye un loyer, ai-je interrompu. Je suis financièrement indépendante depuis l'obtention de mon diplôme. Et quant à ma carrière, vous avez essayé de me dissuader de prendre mon poste actuel parce que ce n'était pas le choix sur que vous souhaitiez. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour toi, est intervenu papa pour tenter d'apaiser la situation. Non, ai-je dit fermement. Vous voulez ce que vous pensez être le mieux pour moi, ce qui n'est pas la même chose. Le visage de maman s'est durci. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Vous avez fait quoi? Nous avons donné le congé, a-t-elle répété. Tes cousins Thomas et Amber ont besoin d'un endroit où loger pendant la rénovation de leur maison. Ils emménagent dans la maison d'amis le mois prochain. Sans me le demander? Je criais presque à présent. C'est ma maison. Vous ne pouvez pas décider de mon déménagement comme ça. C'est notre propriété, a dit maman froidement. Et il est temps que tu aies ton propre logement de toute façon. Le studio est parfait. Il fait la moitié de la taille dont j'ai besoin, ai-je protesté. Et à Oakbrook, je ferai 1h30 de trajet aller et retour pour aller au travail. Tu courais chercher un travail plus proche d'ici, a suggéré maman, comme si changer la carrière que j'avais bâtie en 5 ans était une simple formalité. C'est de la folie, ai-je marmonné en passant mes mains dans mes cheveux. Complètement fou. Je me suis tourné vers mon père, espérant un peu de soutien. Papa, tu ne peux pas penser que c'est correct. Il avait l'air mal à l'aise, mais a haussé les épaules. Ta mère y a beaucoup réfléchi, Cathy. Le studio est vraiment agréable et le quartier est sûr. Ce n'est pas la question. Je luttais pour leur faire comprendre. Je me suis approché de l'un des cartons ouverts et j'ai regardé à l'intérieur, puis j'ai senti mon cœur se serrer. Où est la boîte à bijoux de ma grand-mère? C'était un cadeau spécial de la mère de mon père avant son décès. Maman et papa ont échangé un regard. Maman, ai-je insisté, une nouvelle peur s'emparant de moi. Où est-elle? Eh bien, a commencé maman, fuyant mon regard. Comme tu ne l'utilisais pas beaucoup,
j'ai pensé qu'Amber apprécierait de la voir. Tu as donné la boîte à bijoux de ma grand-mère? J'étais incrédule. Sans me le demander? Tu as tellement de choses dont tu ne te sers jamais, c'est justifié maman. Nous avons pensé qu'il était logique de transmettre certains objets à des membres de la famille qui en auraient l'utilité. Quoi d'autre, ai-je exigé, regardant frénétiquement autour de moi. Quoi d'autre avez-vous donné? Aucun des deux n'a répondu immédiatement, ce qui m'a tout dit. Le bureau antique de la maison d'amis, ai-je demandé, me souvenant du meuble que j'avais moi-même restauré pendant mes études. Papa a détourné le regard. Mon matériel de photographie de l'université? Maman s'est raidie. Tu ne l'as pas utilisé depuis des années. La fille de Thomas s'intéresse à la photographie. Donc vous l'avez tout simplement donné, ai-je terminé, la voix brisée. Est-ce que je possède quoi que ce soit à vos yeux? Ou bien tout vous appartient-il pour que vous le distribuiez comme bon vous semble? Ne sois pas dramatique, a rétorqué maman. Ce ne sont que des objets. Ce sont mes objets. Ai-je crié, ne me souciant plus de garder mon sang-froid. Des choses qui comptent pour moi, auxquelles se rattachent un sens et des souvenirs. Tante Sylvia a fini par prendre la parole. Éléanore, tu aurais peut-être dû demander à Cathy d'abord. Ne te mêle pas de ça, Sylvia, a dit maman sèchement. C'est entre nous et notre fille. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai refoulées. Cela dépasse le contrôle, ai-je dit doucement. C'est un mépris total de ma personne. Nous sommes tes parents, a insisté maman. Tout ce que nous faisons, c'est parce que nous t'aimons. Ce n'est pas de l'amour, ai-je répondu. C'est un sentiment de propriété. La pièce est alors tombée dans le silence. Même ma mère a semblé momentanément abasourdie. Papa a été le premier à parler. Cathy, ce n'est pas juste. Nous. Pas juste? J'ai ri amèrement. Vous savez ce qui n'est pas juste? Rentrer chez moi pour découvrir qu'on emballe ma vie sans ma permission. Voir ma vie privée violée. Apprendre que ma maison a été donnée et mes possessions distribuées à de la famille. Je me suis dirigé vers la porte, ayant besoin de m'échapper avant de m'effondrer complètement. Où vas-tu? A exigé maman. Loin d'ici, ai-je simplement répondu. Je ne peux pas rester dans cette maison en ce moment. Catherine Elizabeth Parker, ne t'avise pas de franchir cette porte. M'a crié maman, utilisant mon nom complet et cette voix d'ultimatum qui fonctionnait si bien quand j'avais 16 ans. Je me suis arrêté sur le seuil, je me suis retourné et je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai 27 ans, maman. Tu n'as plus à me dire ce que je dois faire. Sur ce, je suis sorti, ignorant ses appels derrière moi. Je suis monté dans ma voiture, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine tenir le volant. Des larmes brouillaient ma vue alors que je reculais dans l'allée sans destination précise en tête. J'ai fini par me retrouver à Jefferson Park, un petit espace vert à environ 15 minutes de chez mes parents, où j'avais l'habitude de me rendre quand j'étais adolescente pour réfléchir. Assise sur un banc près du petit étang, j'ai laissé couler mes larmes librement tandis que l'ampleur de ce qui venait de se passer m'envahissait. Mon téléphone vibrait sans cesse sous l'effet des appels de mes parents, que j'ignorais. Après environ 20 minutes, un SMS de Madison est enfin arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman est en train de paniquer. Je n'avais pas l'énergie émotionnelle pour tout expliquer par SMS, alors j'ai simplement répondu, les parents ont emballé mes affaires pour me faire déménager sans me le demander. Ils ont donné mes objets personnels. Je suis parti. Est-ce que je peux t'appeler plus tard? Sa réponse a été immédiate, oh mon Dieu, oui, appelle-moi quand tu veux. Est-ce que ça va? Non, pas du tout. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le parc, je restais assise seule, me sentant profondément trahi par les personnes censées m'aimer le plus au monde. Le pire n'était pas l'appartement ni même la violation de ma vie privée. C'était de réaliser que mes parents ne me considéraient pas comme une adulte autonome capable de prendre ses propres décisions. À leurs yeux, j'étais encore une enfant qu'il fallait gérer et diriger. Cette pensée était dévastatrice. Alors que le crépuscule s'installait sur le parc, tout le poids de ce qui venait de se produire s'est abattu sur moi. Mes parents n'avaient pas seulement dépassé les bornes. Ils avaient systématiquement démantelé ma vie sans mon consentement. La maison d'amis n'était pas seulement un endroit où je logeais. C'était mon chez-moi. J'y avais construit une vie, créé un espace entièrement mien.
Et voilà qu'elle était cédée à des cousins que je voyais à peine 2 fois par an. J'ai fait défiler mon téléphone, regardant les appels manqués de mes parents. 10 de maman, 3 de papa. Il y avait aussi plusieurs SMS allant de demandes colériques pour savoir où je me trouvais à des questions inquiètes sur ma sécurité, culminant dans des déclarations culpabilisantes sur leur niveau d'inquiétude. Le message le plus récent de maman disait « Catherine, ce comportement est complètement irresponsable. Ton père et moi sommes fous d'inquiétude. Rentre immédiatement à la maison pour que nous puissions en discuter comme des adultes. » L'ironie de l'avoir invoqué un comportement d'adulte ne m'a pas échappé. Les mains tremblantes, j'ai ouvert mon application de photos et j'ai fait défiler les images de mon espace dans la maison d'amis. Les étagères que j'avais agencées avec tant de soin. Le mur de cadre avec les photographies que j'avais prises moi-même. Le coin lecture confortable près de la fenêtre. Tout cela allait disparaître, emballé dans un minuscule studio que je n'avais même jamais vu. Mais c'était pire que cela. Alors que j'étais assise là, d'autres réalisations accablantes continuaient de me frapper. Ma mère n'avait pas seulement lu mon journal. Elle avait fouillé mon ordinateur, mes correspondances privées, mes documents personnels. La violation était viscérale, comme si quelqu'un avait plongé la main en moi pour fouiller mes pensées les plus intimes. Et ils avaient donné mes affaires. Pas n'importe lesquelles, des objets ayant une profonde valeur sentimentale. La boîte à bijoux de ma grand-mère avait été l'un de mes biens les plus précieux. À l'intérieur se trouvaient non seulement les quelques bijoux qu'elle m'avait légués, mais aussi des lettres qu'elle avait écrites, de petits souvenirs que nous avions partagés, une fleur séchée de la dernière fois où nous nous étions promenés dans son jardin ensemble avant qu'elle ne s'éteigne. Est-ce que ma mère savait seulement que ces choses étaient là-dedans? Est-ce que cela lui importait? Le bureau antique que j'avais restauré avait été un travail passionné durant une période difficile à l'université. Je l'avais trouvé dans une friperie, complètement délabré, et j'avais passé tout un été à le poncer, le réparer et le restaurer. Il représentait une époque où je m'étais sentie le plus indépendante, le plus capable. Et mon matériel de photographie, l'appareil professionnel et les objectifs pour lesquels j'avais économisé pendant mes études, rêvant de faire peut-être de la photo plus qu'un simple passe-temps un jour. Ce matériel représentait une voie non choisie, mais toujours chérie comme une possibilité. Tout cela avait été donné sans l'ombre d'une hésitation. Un sanglot m'a échappé, effrayant un canard à proximité. Ce n'était pas de simples possessions. C'étaient des morceaux de mon identité, des représentations tangibles de qui j'étais et de ce qui comptait pour moi. Et mes parents les avaient distribués, comme des objets indésirables dans un vide-grenier. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre SMS, de papa cette fois, « Cathy, s'il te plaît, rentre à la maison. Ta mère est très affectée. Nous devons en parler. » Bien sûr, ma mère était affectée. Peu importait qu'ils aient violé ma vie privée, donné mes affaires et tenté de me relocaliser sans mon consentement. La priorité restait les sentiments de ma mère. Alors que l'obscurité tombait complètement, un nouveau SMS de Madison est arrivé, « Je viens de parler à maman. »« Putain, Cathy, est-ce que ça va? Tu es où? Tu veux que je vienne te chercher? » J'ai répondu immédiatement, « Je suis à Jefferson Park. Je suis juste assise là à essayer de tout digérer. » Madison a écrit, « Reste là. Je viens te chercher. » 20 minutes. Pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison de mes parents, j'ai éprouvé un léger sentiment de soulagement. Madison comprendrait. Elle avait toujours vu à travers le comportement contrôlant de nos parents plus clairement que moi. En attendant ma sœur, j'ai essayé de réfléchir rationnellement à mes options. Je ne pouvais pas retourner à la maison d'amis ce soir. Pas avec mes parents dans cet état. Pas alors que tout était si douloureux. Un hôtel était une option, mais l'idée de me retrouver seul dans une chambre anonyme faisait grandir douloureusement le vide dans ma poitrine. Madison est arrivée exactement 20 minutes plus tard, sa voiture se garant à côté de la mienne sur le parking désormais vide. Elle s'est précipitée vers moi et m'a serré fort dans ses bras avant même que je ne puisse me lever. « Je suis tellement désolé, a-t-elle chuchoté, me retenant alors que je m'effondrais de nouveau. Maman m'a raconté ce qui s'est passé, mais je sais que sa version est un tissu de conneries. Quand je me suis enfin reculé, essuyant mon visage trempé de larmes, Madison m'a dirigé vers sa voiture. « Tu restes chez moi ce soir ?» a-t-elle dit fermement. Pas de discussion. Durant le trajet vers son appartement, je lui ai tout raconté. Le bail de l'appartement, l'invasion de ma vie privée,
la redistribution de mes biens, la maison d'amis donnée. Les articulations de Madison sont devenues blanches sur le volant. Ils ont toujours été contrôlants, mais là, c'est le niveau supérieur, a-t-elle dit. Je me suis tourné vers elle, choqué. Des mois? Comment le sais-tu? Elle a grincé des dents. Maman a mentionné à Pâques qu'ils envisageaient de laisser Thomas et Amber utiliser la maison d'amis pour leur rénovation. J'ai supposé qu'ils en avaient discuté avec toi. Pâques, c'était il y a 2 mois, ai-je dit, engourdi. Ils prévoyaient de me mettre dehors depuis 2 mois sans me dire un mot. Je suis vraiment désolé, Cathy. J'aurais dû te demander si tu étais au courant. Nous avons roulé en silence pendant quelques minutes avant que Madison ne reprenne la parole. Tu sais que tu peux rester chez moi aussi longtemps que tu le veux, n'est-ce pas? Le canapé est convertible et il est plutôt confortable. Merci, ai-je dit avec gratitude. J'ai juste besoin de quelques jours pour y voir plus clair. Mais alors que nous arrivions à son petit appartement d'une chambre, une autre pensée horrible m'a frappé. Mes vêtements de travail, mon ordinateur portable. Tout ce dont j'ai besoin est encore là-bas. L'expression de Madison s'est durcie. Nous réglerons cela demain. Pour l'instant, tu as besoin de te reposer. Cette nuit-là, allongé sur le canapé convertible de Madison, le sommeil m'a fui. Mon esprit ne cessait de rejouer chaque instant de la confrontation, chaque violation, chaque rejet de mes sentiments et de mon autonomie. À l'aube, j'étais parvenu à une conclusion dévastatrice. Je ne pouvais plus continuer à avoir une relation avec mes parents telle qu'elle avait été. Quelque chose de fondamental devait changer. Le lendemain matin, Madison a posé un jour de congé maladie pour m'aider à planifier mes prochaines étapes. Nous nous sommes assises à sa petite table de cuisine, dressant des listes de ce dont j'avais besoin immédiatement par rapport à ce qui pouvait attendre. Tu as besoin de vêtements, de ton ordinateur de travail et de tes documents essentiels, a dit Madison de manière pragmatique. Tout le reste peut attendre que tu aies un endroit où loger. Je n'arrive pas à croire que je doive trouver un appartement immédiatement, ai-je dit, le stress me donnant un violent mal de tête. Le marché immobilier est tellement compétitif en ce moment. Madison a hésité. J'y ai pensé. Mon bail se termine dans 2 mois. Et si on cherchait un 3 pièces ensemble? Ce serait serré d'ici là, mais on pourrait s'arranger. L'offre était tentante, mais quelque chose en moi a résisté. Je pense que j'ai besoin de faire cela seul, ai-je dit lentement. J'ai laissé les autres prendre des décisions pour moi pendant trop longtemps. Elle a acquiescé, comprenant immédiatement. Alors on te trouve ton propre chez toi. Mais mon offre tient toujours si tu changes d'avis. Mon téléphone a vibré avec un autre message de maman, Catherine, cela a assez duré. Ton père et moi t'attendons à la maison aujourd'hui. Les déménageurs viennent demain matin pour tes affaires. Ce studio n'est plus négociable à ce stade. L'audace était à couper le souffle. Même maintenant, après tout cela, elle essayait encore d'imposer ses conditions. J'ai montré le message à Madison, dont les yeux se sont agrandis. Est-elle sérieuse? Complètement, ai-je dit d'un air sombre. C'est ainsi que cela a toujours été. À leur façon ou rien. Et que se passe-t-il si tu refuses simplement d'emménager dans ce studio? J'ai réfléchi à la question. J'imagine qu'ils se retrouvent coincés avec un bail qu'ils ne peuvent pas utiliser, mais comme ils ont déjà donné la maison d'amis, je me retrouverai quand même sans logement. Madison m'a serré la main. Pas sans logement. Tu m'as, moi. Tandis que nous étions assises à planifier, mon téléphone a sonné. Ce n'étaient pas mes parents cette fois, mais Alicia Ramirez, une collègue de travail devenue une bonne amie au cours de l'année écoulée. Cathy, s'est-elle exclamée quand j'ai répondu. J'ai essayé de te joindre. Félicitations pour avoir décroché le comte Peterson. Tout le bureau ne parle que de ça. Le comte Peterson. Dans tout ce chaos, j'avais complètement oublié ma réussite professionnelle. Merci, Alicia, ai-je dit, essayant d'insuffler un peu d'enthousiasme dans ma voix. Elle a marqué un temps d'arrêt. Est-ce que ça va? Ta voix est bizarre. Sans pouvoir m'en empêcher, toute l'histoire est sortie d'un coup. Alicia a écouté sans m'interrompre, émettant seulement quelques bruits d'incrédulité ou d'indignation. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas hésité, tu viens t'installer chez moi, a-t-elle déclaré. J'ai un appartement de 3 pièces, et ma colocataire est partie le mois dernier.
Je cherchais de toute façon quelqu'un pour prendre la deuxième chambre. Alicia, je ne peux pas m'imposer. Ce n'est pas s'imposer si c'est moi qui propose, m'a-t-elle coupé. La chambre est vide. Le loyer serait raisonnable. Tout ce que tu payais pour la maison d'amis fera l'affaire. Sans engagement. Tu es sûr, ai-je demandé, l'espoir renaissant pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Absolument certaine. Et le meilleur dans tout ça? J'habite à River North, exactement le quartier que tu visais pour tes recherches d'appartement. Tu serais à 15 minutes du bureau. L'offre était presque trop belle pour être vraie. Une chambre dans un quartier que j'adorais, avec quelqu'un en qui j'avais confiance, disponible immédiatement. Est-ce que je peux y réfléchir, ai-je demandé, ayant besoin de digérer cette bouée de sauvetage inattendue. Bien sûr, a dit Alicia. L'offre reste valable dès que tu te sentiras prête. Après raccrocher, j'ai regardé Madison, qui avait entendu ma part de la conversation. Ça a l'air parfait, a-t-elle dit en souriant. Et cela te donnerait le temps de trouver ton propre logement sans pression. Pour la première fois en 24 heures, j'ai ressenti une lueur d'espoir. J'avais des options, de vraies options que je pouvais choisir par moi-même. Mais d'abord, je devais faire face à mes parents et récupérer ce qui m'appartenait. Alors que Madison et moi étions assises dans son appartement à élaborer une stratégie, un calme étrange s'est installé en moi. Cette crise, aussi douloureuse soit-elle, avait mis en lumière quelque chose d'une clarté limpide. Ce schéma de contrôle avait été présent toute ma vie, et je l'avais encouragé. Je me souvenus d'une conversation avec Janet, ma mentor au travail, quelques mois plus tôt. Nous discutions d'un client difficile et j'avais évoqué ma tendance à céder à des demandes déraisonnables pour préserver la paix. Fixer des limites, ce n'est pas seulement dire non, m'avait dit Janet. C'est définir qui vous êtes et ce que vous acceptez dans votre vie. Les limites les plus difficiles à poser sont avec les personnes qui ne croient pas que vous avez le droit d'en avoir. Sur le moment, j'avais pensé qu'elle parlait uniquement de relations professionnelles. Maintenant, je réalisais à quel point ces mots s'appliquaient profondément à ma situation familiale. C'est ma limite de rupture, ai-je dit à voix haute à Madison. Je ne peux plus continuer à vivre ainsi. Madison a acquiescé, comprenant immédiatement. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais accepter l'offre d'Alicia, ai-je décidé. C'est la solution parfaite pour le moment. Mais d'abord, je dois récupérer mes affaires essentielles à la maison. Je viens avec toi, a dit Madison fermement. Tu ne devrais pas leur faire face seul. J'ai secoué la tête. J'ai besoin de faire cela moi-même. Mais est-ce que tu accepterais d'être mon soutien? Attends-moi peut-être dans la voiture. Absolument, a-t-elle accepté. Et j'appelle Alicia pour qu'elle nous rejoigne. Plus tu auras de soutien, mieux ce sera. Alicia a accepté sans hésiter de nous retrouver chez mes parents. L'union fait la force, a-t-elle dit. De plus, j'ai un SUV avec beaucoup de place pour tes affaires. Avant de partir, j'ai pris le temps de me préparer mentalement. Cette confrontation serait différente de toutes celles que j'avais eues avec mes parents auparavant. Je ne serais ni émotive, ni sur la défensive, et je ne chercherais pas leur approbation. Je serais clair, ferme et concentré sur mes propres besoins. J'ai également pris des mesures pratiques pour me protéger. J'ai appelé ma banque pour m'assurer que mes parents ne figuraient sur aucun de mes comptes et ne pouvaient pas accéder à mes finances. J'ai envoyé un email à ma supérieure pour lui expliquer que j'avais besoin d'un congé personnel d'urgence pour le vendredi, promettant d'être de retour le lundi avec la présentation Peterson finalisée. J'ai même pris rendez-vous avec un thérapeute recommandé par Alicia, reconnaissant que j'aurais besoin d'une aide professionnelle pour surmonter ce traumatisme familial. En milieu d'après-midi, nous étions prêtes. Madison nous a conduites dans la rue résidentielle familière où j'avais grandi, se garant en face de la maison. Alicia est arrivée quelques minutes plus tard, m'enveloppant dans une étreinte chaleureuse avant que nous ne nous approchions de la porte d'entrée de la maison ensemble. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sonné à la porte, un acte symbolique, car j'avais encore ma clé. Mais je voulais établir dès le départ que ce n'était plus chez moi. Maman a ouvert la porte, son expression passant de l'espoir à la lassitude lorsqu'elle a vu Madison et Alicia à mes côtés. « Catherine » a-t-elle dit d'un ton rigide. « Tu as enfin décidé de rentrer, je vois. Et tu as amené des amis. Du soutien, ai-je rectifié. Pouvons-nous entrer? Je dois récupérer certaines de mes affaires.
Elle s'est écartée à contre-cœur. Papa est apparu de la cuisine, l'air à la fois soulagé et inquiet. « Cathy » a-t-il dit en s'avançant pour m'enlacer, un geste que j'ai subtilement esquivé. Nous étions si inquiets. « Je vous ai fait savoir que j'étais en sécurité », ai-je dit calmement. « J'ai dormi chez Madison hier soir. » Le salon contenait encore des piles de cartons renfermant mes possessions, bien qu'elles soient moins nombreuses que la veille. J'ai remarqué que plusieurs manquaient à l'appel. « Où est le reste de mes affaires » ai-je demandé. Maman a levé le menton. « Nous avons continué à emballer pendant que tu faisais ton épisode. Certains cartons sont déjà au studio. Le rejet désinvolte de ma détresse légitime, qualifié d'épisode, m'aurait déstabilisé par le passé, mais aujourd'hui, je refusais de me laisser détourner de mon objectif. Je n'emménagerai pas dans ce studio, ai-je dit clairement. J'ai trouvé mon propre logement. Ne sois pas ridicule, a ricané maman. Le bail est signé. La caution est payée. C'est une affaire classée. Pas par moi, ai-je souligné. Je n'ai jamais rien signé. Je n'ai jamais accepté cet arrangement. Quels que soient les engagements financiers que vous avez pris, c'est votre affaire. Papa s'est avancé, éternel médiateur. Cathy, sois raisonnable. Ta mère s'est donné beaucoup de mal. C'est exactement là qu'est le problème, ai-je interrompu, le surprenant. Cela n'a jamais été sa décision à prendre. Rien de tout cela ne l'était. Prenant une grande inspiration, j'ai prononcé le discours que j'avais répété toute la matinée. Durant toute ma vie, vous avez pris des décisions pour moi sans mon avis ni mon consentement. Vous l'avez justifié par de l'amour, de la protection, en disant que vous saviez ce qui était le mieux pour moi. Mais le véritable amour consiste à respecter l'autonomie d'une personne et son droit à faire ses propres choix, même des choix avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Maman a ouvert la bouche pour m'interrompre, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Hier, vous avez franchi une ligne. Vous avez violé ma vie privée, donné mes affaires et essayé de me relocaliser sans mon consentement. Ce n'est pas de l'amour ou de l'aide. C'est du contrôle, et je ne l'accepte plus. Le silence s'est fait dans la pièce. Madison se tenait près de la porte, son visage mêlant fierté et inquiétude. Alicia restait près de moi, présence stable et rassurante. J'ai accepté une chambre dans l'appartement d'Alicia à River North, ai-je poursuivi. C'est ma décision, et ce n'est pas négociable. J'emménage aujourd'hui. River North, a bafouillé maman. Ce quartier est mon choix, ai-je terminé fermement, tout comme ma carrière est mon choix. Mes biens m'appartiennent, qu'il s'agisse de les garder ou de les donner, et ma vie privée m'appartient. Papa m'a regardé avec des yeux neufs, comme s'il me voyait clairement pour la première fois. Cathy, je n'avais aucune idée que tu ressentais cela. J'ai essayé de vous le dire de nombreuses fois, ai-je dit en m'adoucissant légèrement. Mais tu t'en remettais toujours à maman, et elle balayait toujours mes sentiments en les traitant de surréaction ou d'immaturité. Le visage de maman était devenu de marbre. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-elle commencé, revenant à son refrain habituel. Je suis reconnaissante pour les bonnes choses que vous avez faites, ai-je reconnu. Mais ces choses ne vous donnent pas le droit de contrôler ma vie. J'ai 27 ans. J'ai une carrière réussie, une indépendance financière et la capacité de prendre mes propres décisions. Visiblement pas de bonnes décisions, a rétorqué maman. Si tu penses que déménager à River North est raisonnable. C'est à moi d'en juger, ai-je répliqué calmement. Pas à toi. Je me suis tourné vers les cartons empilés dans la pièce. Je prends mes affaires essentielles aujourd'hui. Mes vêtements, mon matériel de travail, mes documents importants et mes souvenirs sentimentaux. Je m'organiserai pour récupérer le reste plus tard. Et pour le studio, a exigé maman. Nous sommes engagés sur ce bail. Comme je l'ai dit, c'est votre responsabilité. C'est vous qui l'avez signé, pas moi. Pour la première fois de ma vie peut-être, j'ai vu ma mère sans voix. Papa nous regardait alternativement, visiblement déchiré. Robert, a fini par dire maman en se tournant vers lui pour obtenir du soutien. Dis-lui qu'elle ne peut pas faire ça. Papa a hésité, puis nous a tous surpris, en fait, Eleanor, je pense qu'elle le peut. Et peut-être. Peut-être qu'elle le devrait. Maman l'a dévisagé avec choc. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que nous sommes allés trop loin, a-t-il admis doucement. Nous n'aurions pas dû fouiller ses affaires,
signer un bail à son insu ou donner ses affaires. Si je m'y étais opposé plus fermement hier, peut-être que nous n'en serions pas là. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une opposition de mon père face à ma mère, et le moment n'aurait pas pu être plus crucial pour moi. Le visage de maman s'est empourpré de colère. C'est absurde. Nous l'aidions. Non, maman, ai-je dit doucement. Tu me contrôlais. Il y a une différence. Avec l'aide de Madison et d'Alicia, j'ai commencé à trier méthodiquement les cartons, ne prenant que ce qui comptait vraiment pour moi. Des vêtements de travail, mon ordinateur et mes dossiers professionnels, mes documents importants comme mon acte de naissance et mon passeport, et les objets sentimentaux qui n'avaient pas encore été donnés. Maman alternait entre des éclats de colère, des tentatives de culpabilisation larmoyante et des essais de négociation. Regarde au moins le studio avant de décider, a-t-elle supplié. Il est vraiment charmant. Ce n'est pas la question, ai-je expliqué pour ce qui semblait être la 100e fois. Le fait est que vous avez pris cette décision sans moi. Papa tournait autour de nous d'un air embarrassé, nous aidant parfois à porter des cartons vers le SUV d'Alicia. À un moment donné, il m'a prise à part. Cathy, je veux que tu saches que je suis désolé. Une vraie excuse, pas seulement celle rapide que je t'ai faite la semaine dernière. Ces excuses étaient inattendues et m'ont profondément touché. Merci, papa. Cela compte beaucoup. Ta mère, a-t-il hésité? Elle veut bien faire. Elle ne sait tout simplement pas comment lâcher prise. Je sais qu'elle pense aider, ai-je reconnu. Mais cela ne peut pas continuer. J'ai besoin de vivre ma propre vie. Il a hoché la tête tristement. Est-ce qu'on se verra encore? Les dîners du dimanche. J'ai besoin d'un peu de temps, ai-je dit honnêtement. Mais oui, avec le temps, mais selon des modalités différentes. Alors que nous finissions de charger les derniers de mes effets personnels essentiels, maman a fait une ultime tentative pour affirmer son contrôle. Nous t'aiderons financièrement jusqu'à ce que tu sois installé, a-t-elle proposé, l'implication étant claire, de l'argent assorti de conditions. Non merci, ai-je refusé poliment mais fermement. Je m'en sors très bien financièrement. Elle a eu l'air sincèrement perdue, comme incapable de concevoir une relation avec moi qui n'impliquerait pas une forme de dépendance ou de contrôle. Au moment de partir, je me suis tourné vers mes deux parents. Je veux que vous sachiez que je vous aime tous les deux. Cela n'a pas changé, mais notre relation doit changer. Je suis une adulte et j'ai besoin que vous respectiez cela. Maman n'a pas répondu, son visage figé dans un masque de blessure et de colère. Papa a hoché la tête, me serrant doucement l'épaule. J'ai quitté la maison de mon enfance en ressentant un mélange complexe de douleur et de libération. Le trajet vers l'appartement d'Alicia s'est fait pour l'essentiel en silence, toutes les trois assimilant l'intensité de ce qui venait de se passer. Pendant que nous déchargions les cartons dans l'immeuble d'Alicia, Madison m'a serré fort dans ses bras. Je suis tellement fier de toi, a-t-elle chuchoté. Il a fallu un courage incroyable pour faire ça. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, j'ai ressenti un véritable sentiment de paix. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais j'avais enfin pris le contrôle de ma propre vie. La semaine qui a suivi a été un tourbillon d'activités et d'ajustements. La chambre d'amis d'Alicia était plus petite que mon espace dans la maison d'amis de mes parents, mais je m'y sentais plus chez moi que n'importe où ailleurs auparavant, simplement parce que je l'avais choisi moi-même. Avec l'aide de Madison et d'Alicia, j'ai aménagé la pièce pour optimiser l'espace limité. Nous avons suspendu mes vêtements dans le placard, installé mon espace de travail près de la fenêtre avec vue sur la skyline de la ville, et placé mes quelques objets personnels sauvés là où je pouvais les voir et les apprécier. Ça prend vraiment forme, a commenté Alicia alors que nous finissions de ranger mes étagères. Qu'est-ce que ça fait? C'est différent, ai-je admis. Mais un bon différent, comme si je pouvais enfin respirer. Mes parents avaient tenté de me contacter plusieurs fois au cours de la semaine. Les messages de maman alternaient entre exigences colériques, lamentations culpabilisantes et de rares branches d'olivier qui comportaient encore des conditions. Ceux de papa étaient plus simples, demandant si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose, et une fois, un simple SMS disant « Je travaille sur ta mère. Donne-lui du temps ». J'ai répondu poliment mais brièvement à papa, maintenant mes distances tout en laissant la porte ouverte à une relation plus saine à l'avenir. J'ai laissé les messages de maman en grande partie sans réponse, sauf pour confirmer que j'étais en sécurité et que j'avais trouvé un endroit où loger. Madison venait tous les soirs après le travail,
m'aidant à m'installer et à gérer les retombées émotionnelles en cours. Maman m'appelle aussi, a-t-elle confié lors d'une visite, elle veut tout savoir sur ton nouvel appartement, si tu as fini par retrouver la raison. Qu'est-ce que tu lui dis, ai-je demandé. La vérité, que tu vas bien et qu'elle doit respecter tes limites si elle veut maintenir une relation avec toi. Le vendredi matin, exactement une semaine après l'implosion de mon monde, je me suis réveillé avec un sentiment de paix inhabituel. Ma première séance de thérapie était prévue pour l'après-midi même. J'étais retourné au travail auprès de collègues solidaires, et je commençais à voir un chemin se dessiner, incluant des relations plus saines avec ma famille. Au petit déjeuner, Alicia a suggéré quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Nous devrions retourner chercher le reste de tes affaires ce week-end, a-t-elle dit. Tu as mentionné qu'il restait des cartons chez tes parents et ils ont dit que certains avaient déjà été déplacés dans ce studio. Cette pensée m'a serré l'estomac. Je ne suis pas sûr d'être prête à leur faire face à nouveau sitôt. Tu ne seras pas seule, a-t-elle promis. Madison et moi serons là avec toi. Et cette fois, amenons Paul aussi. Paul était le frère d'Alicia, un géant doux qui travaillait comme déménageur de meubles. L'union fait la force, a acquiescé Madison quand je l'ai appelé pour lui faire part du plan. De plus, avoir un homme là-bas obligera peut-être maman à mieux se tenir. Elle joue toujours à la mère parfaite devant les inconnus. Nous avons convenu d'y aller le samedi matin. J'ai passé la soirée de vendredi à dresser un inventaire détaillé de ce qui restait chez mes parents et de ce qui avait pu être emporté dans le studio, dont j'avais récupéré l'adresse sur les documents du bail. Le samedi s'est levé lumineux et clair. J'ai ressenti un élan de détermination alors que notre petit convoi, la voiture de Madison, le SUV d'Alicia et le pick-up de Paul s'est garé devant chez mes parents. Cette fois, je n'ai pas sonné. J'ai utilisé ma clé, appelant en entrant, « Maman, papa, c'est Cathy. Nous venons chercher le reste de mes affaires. » Papa est apparu depuis la cuisine, l'air surpris mais pas mécontent de nous voir. « Cathy, ravi de te voir. Ta mère est sortie pour sa réunion du club de jardinage. » Le timing n'était pas accidentel, j'en étais sûr. Madison a croisé mon regard et m'a fait un discret pouce levé. Ce serait bien plus facile sans la volatilité émotionnelle de maman. Voici mes amis, ai-je présenté. Nous sommes ici pour récupérer le reste de mes affaires, y compris tout ce qui a pu être emporté dans le studio. Papa a hoché la tête, l'air soulagé. La plupart de tes affaires sont encore ici. Nous n'avons apporté que quelques cartons d'ustensiles de cuisine au studio. Il a hésité, puis a ajouté, à propos de cet appartement. J'ai parlé au propriétaire. Il accepte de nous libérer du bail avec seulement la caution en guise de pénalité. C'était inattendu. Vraiment? C'est une excellente nouvelle. C'était la bonne chose à faire, a dit papa simplement. Ta mère ne le sait pas encore. Je ne lui dirai rien, promis, ai-je répondu, touché par ce petit acte de rébellion de sa part. Avec l'aide de tout le monde, nous avons travaillé efficacement. Paul et Alicia se sont concentrés sur les objets les plus volumineux, ma commode, ma chaise de bureau et les quelques meubles qui m'appartenaient réellement. Madison et moi avons trié les cartons restants, séparant ce que je voulais garder de ce qui pouvait être donné ou laissé sur place. Papa tournait à proximité, proposant parfois son aide ou donnant des informations sur l'endroit où certains objets avaient été stockés. Pendant un moment où les autres transportaient des cartons vers les véhicules, il s'est approché de moi d'un air hésitant. « Cathy, je te dois des excuses, a-t-il dit doucement. De vraies excuses, pas seulement celles rapides que je t'ai faites la semaine dernière. J'ai arrêté mon tri et lui ai accordé toute mon attention. J'ai toujours su que ta mère pouvait être envahissante, a-t-il poursuivi. Je me disais que c'était simplement sa façon de montrer son amour. Je ne suis jamais intervenu quand j'aurais dû le faire. Je ne t'ai jamais défendu quand son contrôle devenait malsain. Pourquoi pas, ai-je demandé, sans accusation, mais voulant sincèrement comprendre. Il a poussé un profond soupir. En partie parce que c'était la solution de facilité. Ta mère est une force de la nature quand elle a une idée en tête. Mais pour être honnête, je n'ai pas non plus réalisé à quel point cela te faisait souffrir. Je pensais que tu étais comme moi, capable de laisser ces tendances contrôlantes glisser sur toi. Ça n'a jamais glissé sur moi, papa, ai-je dit doucement. J'ai simplement appris à mieux cacher à quel point ça me faisait mal. Il a hoché la tête, l'air sincèrement peiné. Je le vois maintenant et j'essaie de faire mieux.
J'ai suggéré que nous consultions tous les deux un conseiller pour travailler à des relations plus saines avec toi et Madison. C'était si inattendu que je suis resté momentanément sans voix. Maman a accepté une thérapie? Ai-je fini par demander. Pas encore, a-t-il admis, mais je n'abandonne pas. Te voir partir la semaine dernière a été un électrochoc. Je ne veux pas perdre ma fille parce que nous n'avons pas su la respecter en tant qu'adulte. Impulsivement, je l'ai serrée dans mes bras. Le premier véritable contact physique que nous avions eu depuis le début de cette épreuve. Merci, papa. Cela compte énormément. En début d'après-midi, nous avions récupéré tout ce qui m'importait, y compris en faisant un aller-retour au studio pour récupérer les quelques cartons qui y avaient été livrés. J'ai été surprise de voir à quel point le studio était petit et exigu, ce qui confirmait mon intuition qu'il n'aurait pas du tout convenu. Alors que nous finissions de charger les derniers objets dans le camion de Paul, papa m'a tendu une petite boîte en bois que je ne reconnaissais pas. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, l'ouvrant pour y découvrir la boîte à bijoux de ma grand-mère avec tout son contenu à l'intérieur. Je l'ai récupéré auprès d'Amber, a-t-il expliqué. Je lui ai dit qu'il y avait eu un malentendu. Le bureau et le matériel de photographie vont être retournés aussi. Je peux les faire livrer chez toi quand ils arriveront. Des larmes me sont montées aux yeux. Merci, ai-je chuchoté en serrant la boîte contre ma poitrine. Au moment de partir, papa a demandé avec hésitation, est-ce que je pourrais t'appeler de temps en temps? Juste pour prendre des nouvelles. J'aimerais beaucoup, ai-je répondu sincèrement. Peut-être qu'on pourrait déjeuner ensemble la semaine prochaine. Juste tous les deux. Son visage s'est éclairé. J'aimerais beaucoup cela, oui. Nous venions de finir de charger les véhicules quand une autre voiture est entrée dans l'allée. Ma mère en est sortie, son visage s'assombrissant en découvrant la scène, les véhicules chargés, mes amis, et moi visiblement en train de récupérer mes dernières affaires. Qu'est-ce qui se passe ici? A-t-elle exigé en s'approchant rapidement. Robert, qu'as-tu permis là? Avant que papa ne puisse répondre, je me suis avancé, gardant ma voix calme et posée. Bonjour, maman. Je suis venu chercher le reste de mes affaires. Sans même appeler d'abord, a-t-elle dit avec indignation. C'est encore notre maison, Catherine. Je sais, ai-je reconnu. Et j'apprécie l'aide que papa nous a apportée aujourd'hui. Elle a regardé les véhicules chargés, son expression mêlant colère et quelque chose qui ressemblait à de la peur. Alors, c'est vraiment en train de se faire. Tu pars pour de bon? Je suis déjà parti la semaine dernière, lui ai-je rappelé doucement. Aujourd'hui, je ne fais que récupérer mes biens. Elle s'est tournée vers papa d'un ton accusateur. Et tu l'as aidé dans mon dos. Papa a redressé ses épaules d'une manière que je lui avais rarement vue. Ce sont ses affaires, Eleanor. Elle y a pleinement droit. Les yeux de maman se sont agrandis face à ce défi inhabituel. Elle s'est tournée à nouveau vers moi, sa voix prenant le ton blessé que je ne connaissais que trop bien. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est ainsi que tu nous remercies? Te faufiler pendant que je suis sorti, monter ton père contre moi. Par le passé, cette approche aurait fonctionné. Je me serais senti coupable, sur la défensive, désireuse d'arranger les choses. Mais la thérapie, même après une seule séance, m'avait aidé à voir cette dynamique plus clairement. Maman, il ne s'agit pas de remerciements ou de prendre parti, ai-je dit calmement. Il s'agit de moi, prenant mes propres décisions en tant qu'adulte. Je t'aime, mais j'ai besoin que tu respectes mes limites. Des limites, a-t-elle répété comme s'il s'agissait d'un mot étranger. Nous sommes tes parents. Oui, vous l'êtes, et je serai toujours votre fille, mais je suis aussi une adulte qui a le droit de faire ses propres choix. Elle m'a regardé comme si elle voyait une étrangère. Peut-être que d'une certaine manière, c'était le cas. La fille qu'elle avait toujours pu contrôler n'était plus là, remplacée par quelqu'un capable de s'affirmer fermement. Nous y allons maintenant, ai-je dit, désignant mes amis qui observaient l'échange avec tension. Papa a ma nouvelle adresse si tu veux m'envoyer du courrier. Et quand tu seras prête à parler, à vraiment parler sans essayer de contrôler l'issue de la conversation, je serai ravi d'avoir de tes nouvelles. Sur ce, je suis monté dans la voiture de Madison, observant à travers la vitre mon père poser son bras autour des épaules rigides de ma mère. En nous éloignant, je ne ressentais ni triomphe ni vengeance, seulement un mélange de tristesse et d'espoir. La relation n'était pas rompue, mais elle était fondamentalement modifiée. Et ce changement,
aussi douloureux fut-il, avait été nécessaire à mon propre bien-être. Ça va, a demandé Madison alors que nous nous insérions sur l'autoroute. J'ai réfléchi attentivement à la question. Pas tout à fait, ai-je dit honnêtement. Mais ça ira. Un mois après avoir emménagé dans l'appartement d'Alicia, je me tenais dans ma nouvelle chambre, émerveillé par la transformation. Cet espace était devenu véritablement le mien d'une manière que ma chambre dans la maison d'amis ne l'avait jamais été. J'avais peint un mur d'une couleur bleu canard audacieuse que maman aurait détesté, suspendu des œuvres d'art qui me parlaient plutôt que de chercher à assortir la décoration, et disposer mes livres par genre plutôt que par taille et couleur, comme maman l'avait toujours exigé. C'est magnifique ici, a commenté Alicia en s'appuyant contre le cadre de la porte. J'ai du mal à reconnaître la même pièce. Merci de m'avoir laissé faire ces changements, ai-je dit avec gratitude. Et pour tout le reste. Vivre avec Alicia avait été une révélation. Elle respectait ma vie privée, n'entrait jamais dans ma chambre sans permission et me traitait comme une partenaire égale dans les décisions du foyer. Ces choses n'auraient pas dû sembler extraordinaires, mais après une vie de contrôle subtil, elles semblaient révolutionnaires. Le travail était également devenu un refuge. Mon succès avec le comte Peterson m'avait vu attribuer des responsabilités accrues et de la reconnaissance. Ma supérieure, Janet, s'était montrée extrêmement solidaire lorsque je lui avais brièvement expliqué ma situation familiale. Établir des limites saines est l'une des choses les plus difficiles que nous fassions en tant qu'adultes, m'avait-elle dit. Surtout avec des parents qui ne veulent pas de ces limites. Je suis fier de toi pour avoir franchi ce pas. Peut-être que la partie la plus transformatrice de ce mois avait été mes séances de thérapie hebdomadaire avec la docteure Rivera. Elle m'a aidé à comprendre que le comportement contrôlant de mes parents ne me concernait pas vraiment au fond. Il découlait de leurs propres insécurités et de leur incapacité à s'adapter au fait que leurs enfants grandissent. L'identité de votre mère s'est construite sur le besoin d'être utile, m'avait expliqué la docteure Rivera. Lorsque vous faites preuve d'indépendance, elle le vit comme un rejet. Cela ne rend pas son comportement acceptable, mais le comprendre peut vous aider à y répondre plus efficacement. Papa et moi avions instauré une nouvelle routine de déjeuners hebdomadaires, juste tous les deux. Au début, ils avaient été un peu maladroits, mon père ne sachant pas trop comment se positionner par rapport à moi en dehors de la dynamique familiale globale. Mais progressivement, nous construisions une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'autorité parentale. Maman avait plus de mal à s'adapter à cette nouvelle réalité. Elle avait téléphoné plusieurs fois, chaque conversation mêlant culpabilisation, remarques passives-agressives et, parfois, de véritables questions sur ma vie. Je maintenais des limites fermes, mettant fin aux appels lorsqu'elle devenait manipulatrice et exprimant ma gratitude lorsqu'elle faisait des efforts pour respecter mon autonomie. Madison était devenue ma plus solide alliée, me rendant souvent visite et m'aidant à naviguer dans les dynamiques familiales en évolution. Maman m'a demandé hier quel genre d'appartement tu as, a-t-elle rapporté lors d'une visite. Non pas pour critiquer, mais parce qu'elle veut envoyer un cadeau d'emménagement. Vraiment? J'étais sceptique mais pleine d'espoir. Vraiment. Je pense que voir papa lui tenir tête a été un choc pour elle. Elle réalise qu'elle risque de nous perdre toutes les deux si elle ne s'adapte pas. Au bout de 3 mois, j'avais trouvé mon propre appartement, un 2 pièces dans le même quartier que celui d'Alicia. Il était plus petit que la maison d'amis, mais entièrement mien. Le jour où j'ai signé le bail a été l'un des moments les plus fiers de ma vie. Tu es sûr de ne pas vouloir que je t'aide pour la caution, m'avait proposé papa quand je lui en avais parlé. J'apprécie l'offre, avais-je répondu sincèrement, mais j'ai besoin de faire cela seul. Il a hoché la tête, comprenant d'une manière qu'il n'aurait peut-être pas eu auparavant. Je suis fier de toi, Cathy. Vraiment fier. Le déménagement a eu lieu au début de l'automne. Alicia, Madison, Paul et plusieurs autres amis ont formé une équipe de déménageurs bénévoles, transformant ce qui aurait pu être une journée stressante en un moment joyeux. Alors que nous apportions le dernier carton dans mon nouveau chez-moi, mon téléphone a sonné. C'était maman. Est-ce que je dois répondre, a demandé Madison en me voyant hésiter. J'ai pris une grande inspiration. Non, je m'en occupe. Bonjour, maman, ai-je répondu, sortant sur mon petit balcon pour avoir un peu d'intimité. Catherine, a-t-elle commencé formellement, puis elle s'est adoucie. Cathy, ton père me dit que c'est le jour du déménagement. C'est exact, ai-je confirmé. Nous venons de finir d'apporter le dernier de mes cartons. Une pause. Est-ce que c'est un bel endroit?
La question semblait sincèrement intéressée plutôt que critique. Oui, tout à fait. Une chambre, une belle luminosité, et je peux aller au travail à pied. Une autre pause. J'aimerais beaucoup le voir un jour, si tu es d'accord. La demande, formulée comme une demande et non comme une exigence, représentait un progrès significatif. J'aimerais beaucoup aussi, ai-je dit prudemment. Peut-être dans quelques semaines, une fois que je serai bien installé. Ce serait parfait, a-t-elle accepté, semblant presque soulagée. J'ai quelque chose pour toi. Un cadeau d'emménagement. Rien de grand, juste quelque chose qui, j'ai pensé, te plairait. Merci, maman. C'est très attentionné. Nous avons parlé encore quelques minutes, la conversation étant moins tendue que toutes celles que nous avions eues depuis l'affrontement. En raccrochant, j'ai ressenti une lueur d'espoir qu'avec le temps et le maintien de nos limites, nous pourrions bâtir une relation plus saine. 6 mois après le jour où j'avais surpris mes parents en train d'emballer mes affaires, ma vie s'était complètement transformée. Mon nouvel appartement me donnait l'impression d'être chez moi comme aucun autre endroit ne l'avait fait auparavant. Ma carrière continuait de prospérer. J'avais reçu une nouvelle promotion et je dirigeais à présent ma propre petite équipe. J'avais même recommencé à fréquenter quelqu'un, selon mes propres termes, en voyant un architecte attentionné nommé Ethan, rencontré lors d'un événement professionnel. Les fêtes approchaient, apportant leur lot de défis et d'opportunités de grandir. Pour la première fois, j'ai décidé d'organiser Thanksgiving dans mon appartement au lieu de me rendre automatiquement chez mes parents. Tu es sûr, m'avait demandé Madison quand j'avais proposé l'idée. Ton appartement est superbe, mais il n'est pas exactement conçu pour de grands dîners de famille. Ce sera intime, avais-je insisté, et c'est important que tout le monde voie cet endroit comme mon vrai chez moi. Pas seulement comme une étape temporaire en attendant que je retrouve la raison et retourne en banlieue. À ma surprise, maman n'a pas rejeté l'idée. Nous apporterons les tartes à la citrouille, a-t-elle proposé. Ton père prépare aussi sa sauce spéciale au canneberge. Quand Thanksgiving est arrivé, j'ai ressenti un mélange étrange de nervosité et d'excitation en préparant mon appartement. J'avais acheté une petite table de salle à manger qui tenait tout juste dans mon salon, complétée par des chaises pliantes empruntées à des amis. La cuisine était minuscule, mais j'avais soigneusement planifié un menu que je pouvais gérer dans cet espace restreint. Lorsque mes parents sont arrivés, maman a hésité un instant sur le seuil, observant l'endroit avec curiosité. C'est charmant, Cathy, a-t-elle dit enfin, et je sentais qu'elle le pensait. Tu en as vraiment fait ton propre chez toi. Le repas n'a pas été parfait. La dinde était légèrement trop cuite et nous avons dû utiliser la table basse comme dessert pour les plats supplémentaires, mais la soirée était authentique d'une manière que nos réunions de famille n'avaient jamais été auparavant. Papa a raconté des blagues, Madison est venue avec son nouveau petit ami, et maman a réellement posé des questions sur ma vie au lieu de me donner des conseils non sollicités. Alors que nous finissions le dessert, maman s'est raclé la gorge nerveusement. J'ai quelque chose à vous dire, a-t-elle annoncé, me fixant droit dans les yeux. Je consulte un thérapeute à la suggestion de votre père. Cela a été très instructif. Le silence s'est fait autour de la table. C'était inattendu. Je commence à comprendre que mon besoin de contrôle venait de la peur, a-t-elle poursuivi. La peur de vous voir commettre des erreurs. La peur de ne plus être utile. La peur de perdre mon rôle de mère. Elle a pris une inspiration tremblante. Cela n'excuse pas la façon dont je me suis comporté, mais j'y travaille. Et je veux te remercier, Cathy, d'avoir eu le courage de poser des limites que j'aurais dû respecter depuis le début. Des larmes me sont montées aux yeux tandis que je tendais la main à travers la table pour lui serrer la sienne. Merci de me dire cela, maman. Ça compte énormément pour moi. Le chemin vers la guérison n'a été ni linéaire ni simple. Il y a encore eu des moments difficiles, des moments où maman retombait dans ses vieux travers ou d'autres où je réagissais avec une attitude défensive ancrée en moi. Mais il y avait des progrès, de vrais progrès, bâtis sur une communication honnête et un respect mutuel. En réfléchissant au parcours de ces 6 derniers mois, je suis frappé de voir comment une crise qui ressemblait à la fin de quelque chose d'important est devenue le commencement d'une vie meilleure. Le jour où j'ai surpris mes parents en train d'emballer mes affaires ne concernait pas seulement un appartement ou des objets. Il s'agissait de savoir qui avait le droit de prendre des décisions concernant ma vie. J'ai appris qu'être contrôlé n'est pas la même chose qu'être aimé. Que l'indépendance ne se résume pas à l'endroit où l'on vit, mais réside dans la liberté de faire ses propres choix,
et parfois ses propres erreurs. Que les relations familiales peuvent évoluer et guérir, même après de profondes ruptures de confiance. Plus important encore, j'ai découvert en moi une force dont j'ignorais l'existence. Le courage de rester ferme dans ma propre vérité, même face aux personnes dont j'avais recherché l'approbation toute ma vie. Le voyage n'est pas terminé. La guérison suit rarement un calendrier linéaire et les vieux schémas peuvent refaire surface dans les moments de stress. Mais je fais face à l'avenir avec un nouveau sentiment de confiance et de clarté. Ma vie m'appartient désormais. Mes décisions sont prises selon mes propres termes. Mon foyer est le reflet fidèle de qui je suis, plutôt que de qui d'autres pensent que je devrais être. Parfois, la chose la plus précieuse que nous puissions perdre est le besoin de l'approbation d'autrui. Et parfois, les limites les plus importantes ne sont pas celles que nous fixons aux autres, mais celles que nous nous fixons à nous-mêmes, en décidant ce que nous accepterons ou non dans nos vies, peu importe l'amour que nous portons aux personnes situées de l'autre côté de ces limites. Avez-vous déjà dû poser des limites difficiles avec des personnes que vous aimez? Comment avez-vous trouvé le courage de vous défendre quand cela comptait le plus? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si ce récit a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner pour entendre d'autres histoires et à partager celle-ci avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre qu'il est légitime de revendiquer son indépendance. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et n'oubliez pas, les chemins les plus difficiles mènent souvent aux plus belles destinations.